Bonjour, merci d'être présent. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai été invité donc par le Centre Sporobol. Là, mon défi, c'est que j'avais deux œuvres. On me demande d'amener un point de vue peut-être différent, celui de la philosophie et de l'éthique environnementale, mais complémentaire en même temps par rapport à ce qu'on a vu. Ma difficulté, là, c'est que il y a comme deux corpus. Il y a l'œuvre de l'artiste Frédéric Lavoie, dont on a entendu parler tout à l'heure. Je ne suis pas bien sûr que tout le monde ici a eu l'occasion de voir l'exposition de M. Lavoie. Je sais que c'est difficile pour moi, parce que j'ai pris des notes tout à l'heure en séance. J'aurais certains commentaires à faire. Mais par contre, je suis certain qu'on a tous vu le film Histoire de pêche, puisqu'on était là. Donc, j'ai l'intention de me concentrer. J'ai juste une demi-heure et que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai essayé de me concentrer sur ce film-là qui m'apparaît un document tout à fait extraordinaire d'archives pour l'histoire, je dirais, de la pensée environnementale et des pratiques de nos rapports avec l'environnement au Québec. Tout à fait fascinant comme film. Puis d'ailleurs, on peut dire la même chose du travail de l'artiste en termes de reconstruction de la mise en image qui a été faite pendant 10 ans par la revue Chasse et pêche au Québec. Mais il y aurait d'autres choses à dire de plus spécifiques que cela. Mais il me semble que le document qu'il y a là est tout à fait intéressant pour un paquet de raisons. Je vais essayer de dire en quoi et pourquoi et comment il témoigne à la fois de notre situation, de certains défis qui persistent, et en même temps d'une certaine évolution qui est très, très claire. Bon, puis pour l'évolution, deux éléments sont très, très évidents, que je vais dire d'emblée. Toute la lutte dont on entend parler pendant le film et qui est mise en scène à plusieurs reprises, vous vous souvenez de ces moments où on voit les intervenants, il y a un journaliste, il y a un monsieur qui est un militant contre les clubs privés, et cette immense carte du Québec avec des taches rouges, vertes et jaunes et tout le reste, et tout le débat qu'il y a là-dessus. Ça, c'est la lutte contre les clubs privés au Québec qui a commencé dans les années 60, qui s'est poursuivie au début des années 70. Le film est fait en 75. Ce n'est qu'en 79, en fait, que le gouvernement va abolir le système des clubs privés. Donc, on a donc réussi, en quelque part, politiquement, à passer au-delà de cette phase-là, qui est très, très bien décrite par les différents intervenants, où, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous êtes très argenté, vous êtes membre de club privé, là, vous avez accès au territoire pour être capable de pêcher et chasser. Et si ce n'est pas le cas, bien, tant pis pour vous. Peut-être si vous êtes syndiqué d'une des grandes compagnies, on l'a vu à la fin, hein, le monsieur disait, si vous êtes membre d'un syndicat, là, vous avez un club pour les syndiqués, mais sinon, c'est bien dommage pour vous. Donc, cet enjeu-là est déjà un enjeu assez important. On a créé, bien sûr, le système des ZEC. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans en détail, mais je veux simplement vous indiquer que ça existe, le réseau ZEC.com, par exemple, ici, si on veut savoir quels sont les ZEC où on peut faire à la fois de la pêche, du camping, de la chasse, bien, on peut cliquer « Rechercher » ici, puis on va avoir un paquet de ZEC qui vont nous apparaître, que voici, voyez-vous, donc. Et on peut aussi, voilà, voici le Anse-Saint-Jean, Baillargeon et patati et patata. Il y en a des paquets sur le territoire du Québec, je ne les ai pas comptés au complet, mais c'est tout un système de zones d'exploitation contrôlée pour lequel il faut aussi payer quelque chose. Hein, c'est pas gratuit. Mais, je veux dire, on a affaire à un système drôlement mieux organisé et drôlement plus accessible que ce qu'on pouvait avoir manifestement avant. Bon. Et autre élément très, très important dans l'histoire de nos pratiques environnementales, c'est que le film a été tourné avant la création du ministère de l'Environnement. C'est-à-dire, le ministère de l'Environnement a été créé officiellement au Québec en 79, on est en 75, et c'est pour ça qu'à la fin, quand les intervenants, encore une fois, discutent, et le monsieur en particulier, le sauteur, qui est un chimiste, qu'on voit à plusieurs reprises dans le film, vient dire que tous les ministères sont des ministères d'exploitation. On se souvient de ce passage. Ressources naturelles, c'est pour sortir les minerais. Pêche, machin, c'est pour l'exploitation industrielle des ressources de type industrie touristique. Là. Dans le fond, on cadre, il l'explique très bien, M. le Sauteur. On ne pense pas ça en termes de protection. On a un ministère de la pêche qui s'occupe uniquement des poissons. Hein. Il explique ça d'une façon très, très vivante. Il ne s'occupe pas de ce qu'il y a autour du poisson, mais juste de savoir s'il y a ou pas du poisson, etc. Donc,
Et cette fragmentation, c'est un autre point sur lequel je vais revenir, mais donc on voit qu'il y a quand même eu un moment où on n'avait pas ce ministère. Alors aujourd'hui, bien sûr, on peut se plaindre à l'effet que le ministère de l'Environnement n'a pas assez un bon budget, qu'il n'est pas assez ceci, qu'il n'est pas assez cela, mais il y a quand même un ministère de l'Environnement. Donc, et un peu dans la philosophie encore de Le Sauteur qui représentait à la fin, dans le fond, il y a eu des petites victoires. On ne peut pas le nier. Il y a eu effectivement des petits gains, ne serait-ce que ces deux gains-là, le fait qu'on est passé au système des EC, puis ensuite le fait qu'on a créé un ministère de l'Environnement. Bon. Moi, alors, comment je me situe par rapport, peut-être ça peut être intéressant de vous le dire, comment je me situe par rapport à ces questions d'éthique, de rapport à l'environnement. Moi, j'aborde ces questions-là, je retrouvais le truc, voilà, c'est ça, je retrouvais mon onglet Jean Chabot ici. Bon, comment je me situe par rapport à ces questions-là? Moi, mon angle d'interrogation sur les questions d'éthique de l'environnement, c'est ce que j'appelle la gouvernance environnementale. Et ce que j'appelle la gouvernance environnementale, ça se décline en gros en deux volets. Il y a quelles sont nos pratiques actuelles de gouvernance environnementale et ensuite, qu'est-ce que devraient être nos pratiques de gouvernance environnementale? Bon, c'est pas la même chose de discuter de l'une de ces questions ou de l'autre. Qu'est-ce que j'entends par gouvernance environnementale? Je mets là-dedans quelque chose d'assez précis, c'est les manières selon lesquelles les groupes organisés humains, donc les sociétés, les organisations, les communautés sociales et politiques, se gèrent elles-mêmes eu égard aux conséquences de leur action sur l'environnement. Donc, quelles sont les procédures, quelles sont les lois, les règles, les systèmes qu'on a pour prendre en charge les effets que nous avons sur l'environnement? C'est ce que j'appelle la gouvernance environnementale. Donc, on a des outils pour ça. Ces outils-là ont une histoire, ils ont évolué, et on peut en inventer d'autres à l'occasion. Et à cet effet-là, le film est super intéressant pour moi parce qu'il illustre clairement certaines pratiques de gouvernance environnementale qui avaient cours, puis en même temps, ils expriment des revendications pour d'autres modalités de gouvernance, et d'une façon très, très claire. Et à cet égard-là, il est tout à fait fascinant. Par exemple, une des questions qui se pose, c'est comment on va considérer la question de la pêche ou la question des poissons dans les rivières, dans les lacs du Québec. Très clairement, encore une fois, Le Sauteur intervient dans le film pour dire que justement, on ne considère cette affaire que sous l'angle de l'industrie récréo-touristique. Or, le film est très intéressant parce qu'il nous montre, alors ce monsieur qui s'appelle Leboeuf, est présenté comme étant un chômeur. Quand il vient le temps de le présenter, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est écrit « chômeur Roger Leboeuf ». Tu sais? Bon. Puis, souvenons-nous ensuite, à la fin du film, les bonhommes qui sont sur le bord des tuyaux, là, dans un décor urbain catastrophique, si on peut dire, on devine qu'eux, ils sont là pour la ressource alimentaire. Ils ne sont pas là pour le récréo touristique. Ils sont, le monsieur qui dit, moi, je suis là pour passer le temps, je n'ai pas d'emploi, j'attends d'avoir un emploi, etc. Tu sais. Puis, est-ce que vous mangez le poisson, même si l'eau est polluée? Réponse, oui. Donc, si vous n'êtes pas là pour le plaisir, quand vous mangez du poisson pollué, là, donc le côté alimentaire du rapport au poisson existe, puis est documenté aussi dans le film, par contraste avec ce cadrage, au fond, gouvernemental que le Sauteur illustre aussi en disant, bien, nous, au gouvernement, on le pense juste comme une industrie récréo-touristique. Donc, ça, c'est déjà un élément tout à fait central. Problème d'une gestion purement privée de la ressource commune. Ça, c'est illustré. Ça aussi, c'est de la gouvernance. Hein? On a des ressources communes sur un territoire comme le Québec, c'est dit à plusieurs reprises. Les gens disent que les rivières sont à tout le monde, etc. Et ce que le film décrit, c'est une façon complètement privée de gérer cette ressource-là, par le biais des clubs, justement. Alors, ça, il y a tout un débat sur cette question-là, sur comment on peut arriver à gérer les ressources environnementales de la manière la plus efficace. Il y a toujours eu des gens pour dire que l'approche du privé a des avantages, malgré que dans le film, on fait juste montrer le côté noir de ça. L'argument en faveur d'une gestion privée de la ressource environnementale a toujours été de dire, si tu es propriétaire,
tu vas être responsable par rapport à ça, tu vas vouloir garder ta ressource, donc tu vas la gérer d'une manière équitable. Puis souvent, les partisans d'une gestion privée de la ressource environnementale vont dire, on pense qu'on se tire d'affaire avec le gouvernement, mais le gouvernement, il est loin, il n'y a pas de fonctionnaires, il ne fait pas de surveillance, etc. Donc, on fait appel à une soi-disant gestion étatique, mais on n'est pas mieux organisé finalement et on ne se tire pas mieux d'affaires de cette façon-là. Mais ce qu'on oublie souvent dans cette opposition assez classique entre le privé et le public au sens de gouvernemental, c'est qu'il y a toutes sortes d'espaces intermédiaires, par exemple les usagers au plan régional. On peut très bien avoir une approche de gouvernance régionale sur des questions comme celle-là, où on dirait, bon, ben, voici les utilisateurs des ressources, ils ont tous intérêt à conserver cette ressource le plus possible pour les générations futures, pour eux-mêmes, puis ensuite pour la suite. Est-ce qu'ils peuvent s'organiser ensemble pour se donner des règles de fonctionnement qui font en sorte? Bon, ça a des défauts aussi, parce que vous êtes toujours obligé de vous réorganiser, vous êtes toujours en train de faire des réunions, vous avez des palabres, puis ça appelle une espèce de bonne volonté de tout le monde, et il peut y avoir des phénomènes comme ce qu'on appelle en philosophie politique le free rider, c'est-à-dire qu'il serait supposé de participer, mais il ne participe pas, il profite, mais quand c'est le temps de donner son bout de travail, il ne le fait pas. C'est donc, il n'y a aucun système qui est parfait à cet égard-là. Mais, puis, quand il y a l'organisation donc collective sur les bases régionales, ça existe, mais il y a aussi l'approche club. Puis l'approche club, évidemment, le film ici nous donne juste un angle très, très critique sur l'approche club. Mais l'approche club est, elle aussi, pas toujours mauvaise. Il faut voir sur pièce comment ça se passe. Que la manière que ça se présente ici, c'est une revendication d'accès pour la population générale à la ressource, et c'est une revendication qui est tout à fait légitime. Mais quand on a notre monsieur, le monsieur, là, le journaliste, en fait, j'ai noté son nom quelque part, c'est M. Poupard, en fait, le journaliste qui dit, c'est une question politique, hein? Il dit, bon, c'est une affaire politique. Bon, OK, une affaire politique, mais on comprend qu'il y a une réclamation là-dedans d'une intervention politique pour venir gérer ça et abolir le système en place. Et effectivement, ça a eu lieu, ce changement de système a eu lieu. Ce qu'on ne sait pas, moi, je n'ai pas fait d'enquête approfondie sur la question, là. Quel est le bilan des ZEC à l'heure actuelle? Quel est le bilan des pourvoiries? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a un accès qui est plus large. Ce que je peux constater aussi, c'est qu'il y a encore des frais d'utilisation, ce n'est pas gratuit. Alors, là, il y a l'objet d'une recherche éventuellement qui porterait là-dessus, à savoir, est-ce qu'effectivement, on a là une gestion responsable des ressources piscicoles et des ressources forestières, si on peut dire, qui fait en sorte qu'on est capable de se reposer puis de se dire, bon, ben, on va garder nos cerfs de Virginie. C'est pas parce qu'on en chasse quelques-uns, etc., qu'on est en train d'en finir avec notre cheptel de cerfs. Je pense que c'est le cas. Je n'ai pas de raison d'en douter, mais c'est une question empirique, comprenez-vous. Puis, c'est une question, il y a eu des fluctuations là-dedans. Bon. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a fait disparaître les loups. Hein? Les loups étaient les sommets de la pyramide. En fait, c'était les prédateurs qui permettaient de réguler la quantité de cerfs. On les a fait disparaître pour protéger notamment les cheptels de bovins et le reste, et les poulaillers. Et bon, ben, la résultante, c'est que le cheptel de cerf fait ça comme ça. T'sais. Bon, et après ça, ben là, c'est l'humain, manifestement, qui est au-dessus de la pyramide, puis qui s'en va, lui, écrémer la population de cerfs. Bon. Mais je veux dire, c'est des questions qu'il faut regarder vraiment dans le détail, la précision de ces faits-là, avec les chiffres à l'appui et tout le reste. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire la